Bonjour les sixièmes. Aujourd'hui, nous allons corriger l'activité sur la fondation de la ville de Marseille par les Grecs en 2600 avant Jésus-Christ. Alors, le premier document que nous allons voir est un document qu'on appelle un témoignage indirect d'un historien romain qui parle de cette fondation. La première question sur le texte est la suivante. De quelle cité-État sont originaires les Grecs qui ont fondé Massalia? Les Phocéens sont indiqués dans ce texte. Alors les Phocéens, c'est un peuple qui vit en Asie mineure, dans la ville donc de Phocée, en Éolide, qui se trouve actuellement en Turquie. Donc Phocée est une ville qui semble être portuaire au vu de sa situation géographique et qui a donc un accès à la mer Égée. Ils vont donc fonder cette cité-État, semble-t-il, en 600 avant Jésus-Christ. Ici vous avez donc quelques preuves archéologiques de l'existence de cette ville, dont la monnaie de Phocée en électrobe vers 340 à 335 avant Jésus-Christ, et aussi un théâtre qui a été retrouvé sur l'emplacement de Phocée vers 625 à 575, qui pourrait être un témoin directement de l'expédition qui est partie en 600 avant Jésus-Christ pour fonder une nouvelle colonie. Pour la deuxième question, nous allons nous intéresser cette fois-ci aux moyens de transport de l'époque. Justement, les Grecs de Phocée ont voyagé non pas par terre, mais par mer. Depuis l'Antiquité, nous observons, par des preuves archéologiques retrouvées en Méditerranée, plusieurs types de navires. Ici, nous avons ce qu'on appelle un caboteur. Le caboteur est un navire spécifique, 20 mètres de long, qui a la particularité de longer les côtes, justement, car on a encore trop peu d'éléments qui permettent de naviguer en haute mer. Donc ils ont utilisé plusieurs petits navires, ils traversent la Méditerranée pendant plusieurs semaines, d'ailleurs nous n'avons aucune indication sur le nombre de jours qu'ils ont parcouru pour traverser la Méditerranée. Sur ce type de navire, nous avons une petite idée, les équipages seraient constitués d'une dizaine de marins, pouvant emporter jusqu'à 150 amphores sur l'unique cale qu'elle possède. Dans l'extrait de Justin, il fait référence à un roi gaulois qui organisait d'ailleurs pour sa fille Gypsy une fête de noces. Alors ici, en fait, le roi des Gaulois fait référence à un peuple qui s'appelle les Ségobriges, qui sont présents et qui sont attestés archéologiquement. En fait, ce sont des peuples celto-ligures, qui sont des peuples qui viennent à la fois du nord et de l'est de l'Italie, qui se sont installés progressivement dans la région, justement, entre le Rhône et le Var. D'ailleurs, vous le voyez sur cette carte, vous avez d'autres peuples également qui sont référencés, comme les Avatiques, par exemple, et les Ligures, qui viennent finalement des Alpes. Nous avons ici une carte qui représente le bassin méditerranéen et la mer Noire, avec une partie de l'Afrique du Nord qui apparaît, une partie également de l'Asie mineure et de l'Europe dite occidentale et balkanique. Vous voyez, la ville de Marseille est située justement au sud de la France actuelle. Sa position est importante au niveau des échanges commerciaux qui seront établis tout au long de l'Antiquité jusqu'à d'ailleurs encore aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs remarqué que les Grecs sont également présents un petit peu en Espagne, vraiment vers Valence, mais également dans le sud de l'Italie et en Sicile. Cette zone est appelée à l'époque la Grande Grèce par les contemporains. Vous avez également une petite communauté grecque qui s'est installée en Afrique du Nord, notamment en Libye, avec la ville de Cyrène. Et puis vous avez le bassin de fondation de la civilisation grecque, qui est donc la Grèce actuelle, qui justement va s'étaler également sur la partie orientale, avec la Grèce d'Asie, où on voit d'ailleurs une installation assez importante tout autour de la mer Noire. Alors cette fois-ci, nous allons travailler sur ce document.
Cette carte régionale représente de manière plutôt simplifiée le bassin de la mer Égée avec la Grèce et la Grèce d'Asie. Sur la voie de droite, j'ai voulu vous montrer également la vue satellite actuellement de cette même région, avec cette fois-ci les découpages des frontières modernes. Ce que nous pouvons observer, c'est que pendant l'Antiquité, le peuplement grec se fait uniquement en bord de côte. L'intérieur des terres est très peu exploité. Les Grecs sont donc plus des peuples marins, comme comme on l'observe au niveau des différentes villes, comme Byzance, qui se trouve évidemment tout au nord, dans l'embouchure pour aller sur la mer Noire, la ville de Troie, la ville mythologique que nous retrouvons les fois dans l'Iliade et l'Odyssée qui a été attestée archéologiquement, la ville de Phocée, ville de départ justement des Phocéens qui vont fonder une nouvelle ville. Vous avez également la ville de Sparte, qui est célèbre de son histoire pour s'opposer à une autre ville très importante, qui est aujourd'hui capitale de la Grèce, Athènes. Nous observons également deux autres endroits, le mont Olympe, qui est réputé comme étant l'endroit sacré des dieux, la demeure de Zeus, et Olympie, qui est donc une ville qui va accueillir pendant toute l'Antiquité les Jeux olympiques en honneur au dieu Zeus. Pour la question numéro 5, nous allons repartir du texte de Justin. Voilà ce que nous disent les premières phrases. Les Phocéens, contraints par la petitesse et la maigreur de leurs terres, gagnaient leur vie en pêchant et en commerçant. C'est pourquoi, ayant osé s'avancer en direction du rivage, l'ultime de l'océan, ils arrivèrent dans le territoire gaulois, à l'embouchure du Rhône, et captivés par le charme de ce lieu, une fois de retour chez eux. Comme de nombreuses cités grecques de l'époque, des contraintes vont obliger les populations à s'exiler, voire migrer, soit pour des raisons politiques, mais en partie, les sources que nous avons, que nous obtenons des autres cités fondées, nous font référence à des changements climatiques, notamment des sécheresses à répétition, qui touchent certaines régions justement de la Grèce classique, et qui empêchent les populations de pouvoir vivre correctement. Ici, dans le cas des Phocéens, il semblerait que le territoire de la ville soit trop petit pour pouvoir développer des terres agricoles que nous verrons par la suite. Donc le fait d'aller chercher une nouvelle terre, c'est-à-dire pratiquer une colonisation, permet justement de répondre à ces attentes très fortes. Et donc une partie des Phocéens vont donc s'installer dans cette ville de Marseille. Concernant la véracité de cette source, l'histoire paraît extraordinairement belle. Rappelons-nous que, durant l'Antiquité, la plupart des histoires vont être romancées, elles vont donner naissance donc à ce qu'on appelle des mythes, des mythologies, qui vont partir de faits à la fois réels et historiques, avec le mélange de croyances ou bien d'événements exceptionnels. N'oublions pas que ces récits ont un but, c'est de fédérer les habitants ou d'expliquer de manière rationnelle comment les cités se sont créées. Ici, la fondation de Marseille pose toujours des difficultés au niveau de l'historien et de l'archéologue. D'abord, les preuves archéologiques manquent. Malgré la découverte du port au centre-ville de Marseille, on retient surtout la légende reprise par Trogue Pompée, un autre historien romain beaucoup plus tard, Justin ou Aristote, philosophe grec, ou bien Athénée de Nocratis. La fondation est toujours attestée vers les années 600 avant Jésus-Christ. Les preuves archéologiques montrent que dès le 5e siècle, il y avait déjà donc une présence dans la ville de Marseille. Évidemment, les récits sont très éloignés et nous n'avons pas retrouvé à la fois les tombeaux de la fille Égyptis et de ce premier marin phocéen qui va se marier. Ici, nous sommes sans doute face à une histoire mythologique sur laquelle il y a bien une attestation de présence, mais rien ne nous indique que ce soit fait de manière pacifique. N'oublions pas que la guerre fait partie également des pratiques pour pouvoir conquérir un territoire. Sur cette frise chronologique très simplifiée, nous observons donc la date théorique, selon le mythe, de la fondation de Massalia, en moins 600. Justin, historien romain, notable d'ailleurs de l'Empire romain, va expliquer, rédiger, écrire
bien plus tard, en 200 après Jésus-Christ. Donc nous avons 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, près de 800 ans de décalage entre la fondation mythologique de Marseille et ce récit indirect, ce qu'on appelle un témoignage indirect. Donc attention, évidemment, nous sommes face à cette difficulté. Il a sans doute été influencé par des récits qu'il a pris lui-même connaissance d'autres auteurs grecs et romains. Le dernier exercice proposé dans ce dossier permettait de comprendre un petit peu l'organisation de cette ville de Marseille. À gauche, vous avez une maquette de reconstitution par rapport aux preuves archéologiques retrouvées, qui représente donc la cité portuaire de Massalia, Marseille aujourd'hui, et à gauche, le schéma qui reprend finalement cette maquette de reconstitution. Nous observons plusieurs éléments importants. D'abord, Asti, c'est la ville. Elle est entourée de remparts qui permettent de protéger la ville contre des attaques à la fois intérieures, mais surtout extérieures. Le port est déjà présent. On le voit d'ailleurs avec une sorte de palissade qui permet aux navires d'être protégés contre les intempéries et le vent. Je rappelle que le Mistral est déjà attesté dans certaines sources. Nous avons également une ville qui va naître culturellement avec la naissance de théâtres qui sont importés directement de la ville de Fossé. Je rappelle qu'à Fossé, nous attestons à la même période un théâtre qui a été retrouvé en ruine. Une agora. L'agora, c'est ce qu'on appelle la place publique. C'est un endroit central dans la ville. Elle permet à la fois d'échanger, à la fois d'apporter une vie économique très dense, et puis elle est également un lieu de rassemblement et d'information au niveau de toute la cité. Ensuite, toujours en hauteur, nous avons des temples. Ces temples sont évidemment les temples d'Artémis, qui sont situés sur ce qu'on appelle une acropole. L'acropole, en fait, veut dire les collines hautes sacrées, qui sont réservées pour les dieux. Donc nous pouvons imaginer qu'il y a plusieurs temples, comme le temple d'Apollon également, qui sont présents, et voir des petits temples pour d'autres dieux, car je rappelle que les Grecs sont polythéistes, comme les Égyptiens à la même époque. À l'extérieur, on voit également une tentative, plus ou moins avancée, de mettre en valeur, évidemment, l'extérieur. Ce qu'on appelle les champs agricoles va s'appeler, en grec ancien, la chora. Donc vous avez ici une organisation d'une ville grecque qui est finalement similaire à celle que nous allons trouver dans une autre étude de cas, notamment sur la ville d'Athènes, où vous verrez également une organisation qui est similaire. Donc nous sommes sur une cité portuaire commerçante, fortifiée, pour protéger à la fois ses habitants et aussi ses marchandises. Cette ville va tout simplement se développer à partir de l'Antiquité et va de plus en plus jouer un rôle central dans le commerce en Méditerranée. Je vous remercie de votre attention. Bon courage.